Donc, bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc on est réunis pour parler de deux ouvrages de Jean-François Rey. Celui-ci qui est disponible dans cette librairie, À dessein de soi, introduction à la philosophie d'Henri Maldinet. Et celui-ci qui n'est pas là, mais Jean-François... je vais vous dire pourquoi. Voilà, on va en parler, qui s'appelle Constellation, Henri Maldinet et la psychothérapie institutionnelle. Voilà. On commence par parler de ce point de détail ou... Oui, alors voilà. Donc la première chose à dire, c'est que Henri Maldinet fut toute sa vie durant, et un peu moins après sa mort, mais pendant longtemps, quelqu'un qui était largement méconnu. Et il était connu de ses étudiants, dont j'étais. Il y a aussi François Brémondy qui en était également, qui est ici. Et moi, il m'a marqué durablement. Or, donc ça, c'était la fin des années 60. Et puis, dans les années 80, j'ai fait la connaissance de Jean Houry, qui était le psychiatre de Laborde, qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Et dans les années 90, j'ai fait la connaissance de Jacques Scott, qui est un psychiatre philosophe de Gand, en Belgique, et qui travaillait à Louvain. C'était en quelque sorte, j'avais envie de rendre hommage aux trois à la fois, mais plus spécialement Maldinet, pour son apport théorique à une pratique, la psychothérapie institutionnelle. Donc je dirais 2 mots tout à l'heure. Or, il se trouve que les choses sont ainsi faites aujourd'hui en France, c'est que quand on s'intéresse à un philosophe qui lui-même s'intéresse à la psychothérapie institutionnelle, les éditeurs sont déroutés. C'est un philosophe ou c'est un psychiatre? Alors donc, d'où 2 éditeurs différents. Un éditeur qui est psychiatre, mais qui voulait entendre parler que de philosophie, et un éditeur, donc la revue Institution, qui est une revue de psychothérapie institutionnelle, qui a des numéros spéciaux, des hors-séries, dont celui-ci, Constellation, est un hors-série. Mais comme c'est un supplément à une institution, il ne passe pas par les circuits de distribution des libraires. C'est pour ça que vous ne l'avez pas ici. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai je pourrais vous l'envoyer. C'est pour ceux que ça intéresse. Le mieux, c'est d'aller directement à la source. Voilà. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu un panorama comme ça. Voilà, aujourd'hui, quand on est, et c'est symptomatique, quand on est en dehors de la division académique du travail, on a du mal à se faire éditer. Donc ça, c'est dit. Voilà. Maintenant, je vais présenter Jean-François Rey tout de même. Jean-François Rey est professeur honoraire de l'Université d'Artois. Il a étudié notamment Emmanuel Lévinas, c'est ce pourquoi on le connaît principalement jusqu'à présent. Il a notamment écrit un livre qui a plutôt fait date, qui s'appelle Lévinas, passeur de justice, et bien sûr coordonné d'autres ouvrages collectifs ou participé à le faire, et est l'auteur de très nombreux articles sur Lévinas, sur Jean Kelevitch aussi. Et en fait, ce travail sur Maldinet n'est pas si récent, puisque comme vous le disiez, vous étiez son étudiant. Et en plus, ces questions de clinique font partie de vos préoccupations depuis longtemps, il me semble. Donc c'est aussi cette proximité avec les questions cliniques abordées par Maldinet qui dessine votre travail actuel. Et ces 2 ouvrages qui paraissent la même année, en fait, alors qu'il y a très peu de littérature, enfin assez peu de littérature, on peut dire pour l'instant, sur Maldinet. Quand même. Oui, pratiquement rien. Voilà, c'est assez faible. Donc moi, je suis très contente de pouvoir avoir cette discussion pour 3 raisons. D'abord, parce que j'estime énormément Jean-François Rey. Ensuite, pour le propos, parce que je suis intéressée par la question, et aussi parce que je vais pouvoir mesurer ma propre lecture de Maldinet avec les réponses de Jean-François, et parce que c'est ce que j'ai fait en lisant les livres, hein, bien sûr. D'accord.
Donc, comme on disait, il y a peu de littérature scientifique sur Maldinet parce qu'on l'étudie plutôt récemment. Donc, c'est des travaux récents. C'est aussi des travaux qui sont encore réservés à l'université, qui sont encore un peu diffusés, on va dire. Je présente très brièvement Henri Maldinet, mais bien entendu, on va développer un peu plus. C'est un philosophe qui est d'abord très influencé par Heidegger, qui a beaucoup étudié Heidegger et ça se ressent dans ses livres, donc qui est influencé par la phénoménologie. On considère que c'est un phénoménologue. Il écrit sur l'art, il était proche de Talcott, Bazaine, André Dubouché, Francis Ponge, donc à la fois la littérature et la peinture. Il écrit sur l'art et il écrit sur la psychopathologie. Et il était proche, on vient d'en parler allusivement, de Scott, de Houry, de Zondi aussi, me semble, et de Roland Kuhn. Voilà. Et quand on présente comme ça, voilà, si on dit c'est un phénoménologue qui a écrit sur la question de l'art et sur la question de la psychopathologie, on a l'impression que c'est des questions séparées et que finalement il s'est livré à des analyses d'une part sur l'art et d'autre part, alors que c'est pas du tout le cas, parce que c'est art et psychopathologie sont profondément liés chez lui pour des questions qu'on va pouvoir expliciter, mais il me semble, et là c'est ma première question du coup, notamment sur la question de la forme et sur la question de la rencontre. C'est peut-être ça qui fait le lien entre l'art et la psychopathologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, Maldinet, deux choses pour commencer. Je rappelle aux plus jeunes, il y en a, c'est que dans les années 60, la licence de philosophie comportait 4 certificats, dont 2 étaient communs à la licence de psycho. Donc on avait un certificat de psychopathologie, et on allait dans les établissements, et on avait un certificat d'esthétique, qui était justement celui de Maldinet. Et donc, l'une des raisons de la marginalité de Maldinet par rapport à Lacan, parce que c'est exactement la même génération, à Paris, ils n'avaient pas Maldinet, ils avaient Lacan. Et simplement, Maldinet n'était pas structuraliste, hein, et il n'était pas lacanien. Donc ça a été déjà et il était provincial, il a fait toute sa carrière à Lyon, sans jamais être professeur. Il a passé sa thèse à 60 ans, Lévinas était au jury. Et voilà, donc une carrière. Il n'était pas carriériste, il était provincial. Ça s'appelle en français cumuler les handicaps. Voilà. Alors, maintenant, sérieusement, pour en revenir à la question de Flora, effectivement, la notion de forme et la notion de rencontre sont au cœur de la pensée de Maldinet. Alors, je commencerai par la rencontre. Alors, sur le versant esthétique, hein, esthétique voulant dire chez Maldinet proche du sensible, proche du sentir, plus exactement, puisque Maldinet, l'art est la vérité du sentir, on pourra en dire 2 mots là-dessus. Eh bien, le sentir, c'est déjà être sensible à un rythme, et c'est le rythme qui engendre la forme et qui engendre l'espace de la forme. Et Maldinet part du principe que rencontrer une œuvre d'art, dans de bonnes conditions, rencontrer une œuvre d'art, c'est analogue à rencontrer une personne nouvelle. C'est la même réaction qui est à la fois un événement, l'événement d'une rencontre. On en a tous fait dans un musée ou un autre, ou une exposition, quand il n'y a pas 100 personnes pour piétiner les doigts de pied devant le même tableau, c'est insupportable, sans compter les commentaires des gens. Voilà. Donc, une rencontre qui se passe bien avec une œuvre d'art peut avoir une empreinte durable comme la rencontre d'une personne. Je dis analogue, je n'ai pas dit que c'était la même chose, je dis analogue. Et en psychothérapie institutionnelle, si je prends par exemple la clinique de Laborde, qui est quand même la matrice de tout ça, la circulation des personnes, des patients et des soignants dans la clinique fait que l'on est amené à faire des rencontres. On va faire des rencontres
c'est dire, tiens, comment tu vas, ça a l'air d'aller, bon, je suis content, voilà. Tout simplement, tu viens prendre un café, voilà. En psychothérapie institutionnelle, on appelle ça programmer le hasard. Donc, c'est des rencontres, mais ce n'est pas complètement au hasard. Donc, cette phénoménologie de la rencontre, qui est une vraie phénoménologie, qui a des auteurs qui l'ont développée, elle existe de fait, par exemple, dans la rencontre avec une œuvre d'art, et elle existe de fait et de manière organisée dans la psychopathologie. Alors, un des exemples qu'on peut donner, c'est lorsque Maldinet allait dans la clinique de Ludwig Binswanger à Zurich, clinique qu'il avait connue, Binswanger qu'il avait connue, grâce à Jacques Scott, qui était son élève à Gand. Eh bien, dans cette clinique, avec Scott, avec Roland Kuhn qui a succédé à Binswanger à la tête de la clinique, il leur arrivait de montrer des reproductions, à l'époque c'était des diapositives, d'œuvres d'art, de Cézanne, de Van Gogh, de Renoir, etc. Et ici c'est un exemple d'un patient psychotique, vraisemblablement schizophrène, qui était là depuis 20 ans, qui ne parlait pas, et qui, devant une baigneuse de Renoir, dit une seule chose, dit « Goldene Sonne des Lebens », le soleil d'or de la vie. Et puis à ce moment-là, le médecin, Roland Kuhn, est appelé au téléphone, donc il sort et quitte la pièce. Et une fois que Roland Kuhn a quitté la pièce, le type dit en français cette fois, « À qui le tour, messieurs ?» Comme dans un... Il était effectivement garçon coiffeur. Donc, si vous voulez, c'est une manière de dire que un bref instant, quelque chose de la narration de la vie, de l'histoire intérieure de la vie, pour parler comme Binswanger, surgit par le biais de l'émotion suscitée par une œuvre d'art, en l'occurrence les baigneuses de Renoir. Et il y a d'autres exemples comme ça. Alors, justement, à propos du rapport entre l'art et la folie, on va dire, oui. Dans l'ouvrage, enfin dans l'introduction à Dessin de soi, vous précisez clairement qu'il ne s'agit pas pour Maldinet de penser ou de concevoir une forme d'art-thérapie, qu'il s'agit bien d'autre chose, et qu'il y a un rapport entre l'art et l'ouverture vers l'accès à la parole. Donc comme si l'art devenait un outil ou un levier pour revenir vers l'autre. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque vous disiez l'œuvre d'art suscite l'équivalent d'une rencontre avec autrui. Alors, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'est l'art pour revenir à la parole vers autrui? Parce que là, par exemple, ce malade-là, quand il parle, est-ce que c'est une adresse à autrui? Vous voyez ma question? Alors, c'est une adresse à autrui, mais en l'occurrence, c'est un cri à la cantonade, à qui le tour, messieurs. Oui, c'est donc, ça. Ça veut dire qu'il renoue. C'est pas tellement qu'il s'ouvre aux autres, c'est qu'il renoue quelque chose de sa propre histoire, qui va peut-être par la suite intégrer d'un discours à l'autre. Il y a deux choses qu'il faut dire à propos des rapports entre art et folie. Ce sont des banalités, mais il faut le dire. C'est pas parce qu'on est fou qu'on est génial. C'est pas parce qu'on est fou qu'on va être arto. Hein? C'est déjà ça. Et on connaît des gens géniaux qui ne sont pas fous. Voilà. Donc, première chose à dire. Deuxièmement, alors, effectivement, je préfère ne pas associer Maldinet à ce qu'on appelle, à ce qui se fait sous le nom de art-thérapie, parce que ça supposerait que, justement, l'art serait un outil pour soigner. Bon, l'art n'est pas un outil pour soigner, il y contribue comme un certain nombre de choses très importantes, mais il ménage, c'est ça qui est important, il ménage un site, donc c'est ce qui se passe quand ils sont tous autour de ce type, Scott, Oury, Roland Kuhn. Il ménage un site pour que
éventuellement, c'est bien ça, il s'agit d'un événement, quelque chose surgisse qui soit de la parole. Voilà. Ça ne marche pas forcément à tous les coups, et on ne vise pas forcément l'efficacité. Hein. Il y a des gens il y a des gens, par exemple, qui prennent peur en regardant une toile. Ils regardent comme ça, dans les yeux, puis ils s'en vont. Bon, mais il y en a d'autres qui ricanent, etc. Puis il y en a qui restent des heures. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, bien entendu, il y a un lien profond, cette fois-ci, entre l'art et la psychopathologie. C'est à travers la notion qui est commune à Paul Klee, peintre, et Hans Prinzhorn, qui était un psychiatre qui collectionnait les œuvres des malades mentaux, eh bien, c'est que il y a un gisement énorme de création spontanée de gens qui ne sont pas des artistes, mais qui le deviennent de fait. Et le concept commun à Klee et Prinzhorn, c'est le concept de Gestaltung, c'est la formation d'une forme. C'est très simple. Quand vous vous ennuyez dans une réunion, il y en a pas mal des réunions, donc il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On est poli, donc on prend l'air pénétré de celui qui écoute attentivement, et puis avec le stylo, on fait des gribouillis. Alors ça tourne, c'est une spirale, ça tourne vers la droite, puis tout d'un coup ça bifurque. Puis ça vous fait penser à une oreille de lapin, alors vous faites un lapin. Puis après ça fait penser à autre chose, etc. C'est ça la Gestaltung. Alors effectivement, il y a dans le dessin d'enfant, il y a dans le street art, il y a dans les graffitis de nos murs, des villes urbains, des formes. Alors ça va pas donner forcément des chefs-d'œuvre, mais c'est pas le but. Le but, c'est effectivement de voir qu'il y a une racine commune à l'art et à quelque chose de spontané qui va s'appeler une forme et qui est effectivement ce que disait Paul Klee, c'est qu'une forme s'enroule autour d'un point qu'il appelait le point gris ou encore le point cosmogénétique, c'est-à-dire qui engendre un monde. Et c'est là que je crois que se situe la racine commune de l'art et de la psychopathologie, tout en sachant bien entendu, alors ça c'est devenu une question problématique, c'est qu'il y a des collections entières de peintures et de dessins de patients, mais pas seulement, de prisonniers aussi, ou simplement de gens, de paysans, etc., qui ont tous pour point commun de n'être jamais allés à l'école, en tout cas pas aux Beaux-Arts, et qui toute leur vie ont dessiné ou peint. On appelait... Faute de mieux, on a appelé ça l'art brut. Hein. Et donc le premier gisement d'art brut, c'était à Lausanne. Le deuxième, c'est à Villeneuve-d'Ascq, qui est à côté de Lille, et où il y a effectivement des trésors. Vous en avez aussi à Paris, vous avez là, à Montmartre, vous avez, je sais pas, j'ai un trou, enfin bon, vous avez différents maintenant, vous avez différents lieux d'art brut. Alors, quand on regarde ces collections d'art brut, ben c'est pareil, on peut faire la différence. Après, on me dit ça me plaît. Et puis vous avez des gens qui ont des véritables formes authentiques. Auguste Forestier, qui faisait des statues, des sculptures en bois à Saint-Alban depuis 1914, depuis son internement, jusqu'il est mort dans les années 50, a fait de véritables œuvres d'art. Un forestier, ça se reconnaît tout de suite quand on connaît. Et ça a de la gueule. Ces bêtes du Gévaudan sont assez... les chats, paraît-il, en avaient peur à Saint-Alban, ils fuyaient. C'est une bête du Gévaudan. Et puis il y en a d'autres, Aimable Jaillet, enfin bon, des noms qui ne vous diront rien, mais qui sont devenus de véritables personnalités dans ce domaine-là. Alors là, vous parlez de la forme comme Gestaltung. Oui. Et dans votre livre, on voit bien qu'il y a plusieurs sortes de formes, c'est-à-dire cette forme en train de se faire, cette forme à l'œuvre, et puis une autre qui est une forme figée, la Gestalt. Est-ce que peut-être... alors d'abord, peut-être qu'il faudra en dire plus, mais en plus j'aurais une question, c'est comment d'après vous se fait le passage d'une forme à l'autre ? Est-ce que l'art, c'est un passage, du coup, pour revenir à ma question précédente, est-ce que c'est un passage ? Et après, j'aurai une autre question, mais je la réserve pour après.
Alors, laisse répondre à ça. pour répondre, j'ai essayé de répondre de la manière la plus complète possible. Il y a dans la production des patients en psychiatrie, autrefois ou aujourd'hui, il y a des constantes. Par exemple, une des constantes, c'est le bourrage. Vous avez une peinture, il n'y a aucun blanc, ça ne respire pas, ça ne bouge pas. Il y a un patient de Binswanger qui il représentait toujours des murailles d'une ville avec des gens, il appelait les docteurs Gradus, qui circulaient dans la ville, mais de telle manière qu'on ne pouvait ni entrer ni sortir. Donc il y a comme ça, soit du bourrage, soit une situation d'enfermement. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que l'art, pour Maldinet, doit échapper précisément au bourrage ou à la fermeture pour qu'il y ait de l'ouvert. Le grand concept de Maldinet, l'ouvert. Pour que ça respire. Et notamment, je vous invite à lire dans Art et Existence, un de ces grands livres sur l'art, la description de la marquise de la Solana de Goya qui se trouve au Louvre et qui est un portrait en pied d'une marquise. Et il y a le foulard blanc, les bas blancs et une pièce de vêtements blancs au milieu. Donc, il montre très bien que la circulation du tableau se fait à travers les blancs. C'est ça qui permet non seulement que la marquise de la Solana respire, mais en plus qu'elle soit debout. Et voilà, donc... encore une fois, tout art psychopathologique n'est pas forcément quelque chose que l'on afficherait chez soi. Certaines donc manifestent effectivement des situations de renfermement, puis d'autres au contraire sont ouvertes. Alors là, vous faites une réponse qui part donc de la représentation artistique. Oui. Mais quand je parlais de Gestalt et Gestaltung, j'avais aussi une autre idée. Oui. Non, c'est l'état psychique, quoi, qui est parfois décrit comme une forme figée. On voit ça apparaître. Alors effectivement, la silhouette de quelqu'un peut, d'une certaine manière, parfois se figer dans une attitude, dans ce qu'on appelle en psychiatrie le maniérisme, hein, où effectivement, la démarche même de la personne indique une situation de fermeture. Hein. Donc voilà. Le rythme, ce qui est essentiel dans la notion de forme, c'est la notion de rythme. Un des grands concepts de Maldinet en ce qui concerne l'art, c'est de dire que le rythme engendre son espace. Le rythme d'une peinture, c'est d'ouvrir l'espace qui est autour. Et d'ouvrir comment? Par la couleur. C'est la couleur qui donne le rythme. Et du moins dans la peinture telle que Maldinet l'entend, parce qu'il peut y avoir d'autres formes d'expression artistique qui ne sont pas celles de la peinture. Mais c'est vrai aussi dans la sculpture. Vous avez certaines formes qui sont comme ça. Ce matin, on parlait du Laocoon qui se trouve au Louvre. C'est aux prises avec des serpents, il y a un rythme extraordinaire. Et alors justement, la conception qu'a Maldinet de l'art repose quand même sur cette question d'une forme à l'œuvre, d'un automouvement du tableau et du motif même, et du rapport au blanc. Mais alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'il ne considérait pas, par exemple, que Kandinsky faisait partie de ce genre d'art. Ah si. Il n'avait pas... Il m'a semblé lire que... Non, il aimait pas. Il aimait moins Kandinsky que Cézanne, par exemple. Mais il lui arrivait de montrer des Kandinsky. Oui, si. Des anecdotes du style, par exemple, où il montrait devant ses étudiants une forme de Kandinsky qui monte comme ça. Il disait, oui, vous pouvez observer la spirale ascensionnelle. Il y a quelqu'un qui levait le doigt. Oui, je crois que la diapo est à l'envers. Donc, voilà. Donc il y a des... Non. Il n'a pas de... Il a des mots très durs. Il a des mots très durs pour la peinture classique, le nain, Poussin, etc. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Hein.
Mais il y a des mots très durs pour ce qu'il appelle la peinture d'objet. La peinture d'objet, ça peut être Le Nain, Poussin, c'est Dali aussi. Hein. C'est des choses comme ça avec lesquelles il n'était pas d'accord. Il préférait les choses aux objets. Les choses, c'est plus familier, c'est moins objectif. C'est Francis Ponge qui était son ami, qui parti pris des choses. Chez Maldinet, il y avait comme ça toute une solidarité, avec, vous l'avez dit, avec des peintres, Talquat, Bazaine, ou des poètes, Francis Ponge, André Dubouchet. Donc finalement, ce que permet la phénoménologie, c'est d'accéder au concret. Donc là, on y est, quoi. Aussi, en vous lisant, on comprend qu'avec Maldinet, alors ça revient encore une fois à cette question de la rencontre qui peut être faite avec le tableau, mais c'est aussi la rencontre faite avec autrui ou avec d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on comprend en vous lisant qu'avec Maldinet, on a une pensée qui nous permet d'accéder à une pensée de l'état critique qui ne serait pas un état mauvais, et seulement mauvais. Vous êtes d'accord avec ma compréhension de votre texte ? Oui, si je comprends bien ce que vous dites, il y a, quand vous dites état critique, il faut l'entendre comme crise. Effectivement. Voilà, comme c'est la crise. État de crise. Quand on est en crise, ça peut être un accès psychotique, une dépression mélancolique, des bouffées délirantes, tout ce que vous voulez. Il y a toujours deux possibilités. Soit d'être soi-même, soit de renoncer. Alors ça peut être par exemple la tentation du suicide, je suis mélancolique. Ça peut être l'enquistement dans une posture qui va durer des années, des mois ou des années. Donc l'intérêt de Maldinet, je pense à la première phrase d'une conférence qu'il avait prononcée à Lyon pour... je crois que c'était en 80, où il dit « La crise et la création sont les discriminants de l'existence comme telle ». Ça vous donne un goût du style de Maldinet en plus. Crise et création. Dans la crise comme dans la création, il se joue quelque chose qu'on appelle la liberté, et qui fait qu'on va dans un sens ou on va dans un autre. Et on ici, voilà, ça. L'instant critique ou l'instant de création relève de la même dynamique. Et justement, peut-être qu'on pourrait revenir à la question de la clinique particulière de la psychothérapie institutionnelle, oui. Largement abordée dans l'autre ouvrage, puisque peut-être que ça repose sur ça, l'idée de dire qu'en créant du hasard, en créant des rencontres, on peut susciter un changement qui serait bénéfique à un malade. C'est ça Oui. Il faut... faut une clinique qui fonctionne en psychothérapie institutionnelle. Il y en a plein, mais elles sont plus ou moins efficaces, plus ou moins libres, etc., plus ou moins concrètes aussi. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle la fonction soignante, c'est l'affaire des médecins, c'est l'affaire des psychologues, c'est l'affaire des psychanalystes, mais ça peut être aussi l'affaire des autres patients, ou des amis de la famille, ou des parents, etc. Et on ménage la possibilité de rassembler, de réunir pendant quelques semaines, par exemple, des gens très différents autour d'une personne qui va particulièrement mal en ce moment. C'est ce qu'on appelle les constellations transférentielles, parce qu'on réunit des gens sur lesquels on utilise un concept freudien, sur lesquels il y a des transferts. Et donc, à ce moment-là, la fonction soignante n'est pas le privilège des soignants comme tel, mais peut être étendue éventuellement à d'autres patients. Et c'est l'une des bases de la psychothérapie institutionnelle, c'est de bien distinguer la fonction soignante du statut. C'est-à-dire que le statut, c'est ce qui est inscrit sur votre fiche de paye. Vous êtes médecin psychiatre, agrégé de philosophie, inspecteur d'éducation nationale. Ça, c'est le statut. Bon. Mais si on s'en tient au statut, on passe à côté de plein de choses. Et notamment, on passe à côté du transfert.
Et donc, cette situation qui permet de créer des constellations transférentielles a une grande souplesse, parce que ce n'est pas fait pour durer, parce que ça va se reconstituer ailleurs, et ça suppose que les gens travaillent hors statut. Ils ne s'identifient pas à leur statut. Hein. Comme disait Jory, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se prend pour ce qu'il est. Voilà. Alors, il y a donc cette manière de réunir une constellation autour d'une personne. Et il y a aussi un fonctionnement de la psychothérapie institutionnelle particulier. Donc, moi, j'ai fait l'épreuve de ça en téléphonant à la Borde et en constatant qu'il était évident que la personne que j'avais au téléphone n'était pas du tout la standardiste ou la secrétaire et que ma demande de parler à un des médecins en particulier était une grande angoisse et c'était très compliqué. Là, j'ai compris que... j'ai constaté ce fonctionnement que je connaissais déjà, mais dont je n'avais pas fait l'épreuve. Alors effectivement, une des tâches que l'on propose aux patients, à la Borde on appelle les pensionnaires, c'est de tenir le standard. Alors, il y a de quoi s'arracher les cheveux, parce qu'effectivement, déjà pour trouver quelqu'un dans cette boutique, c'est très difficile. Donc on vous fait poireauter une demi-heure. Quand vous êtes un peu familier, vous téléphonez directement au secrétariat de Doury à l'époque, vous avez directement quelqu'un. Mais si vous êtes de la famille, si vous ne connaissez pas l'institution, bonjour, c'est assez compliqué. Mais les patients s'accrochent à leur standard et ils font ça de manière prennent ça très au sérieux. Vous avez un épisode très drôle dans le film de Nicolas Philibert, La moindre des choses, qui est consacré justement à la Borde. Et vous avez un patient qui essaye de répondre en anglais à une Américaine qui cherche à joindre à quelqu'un à la Borde, c'est à mourir de rire. Bon, il vaut mieux pas être la personne qui appelle, parce que c'est moins drôle. Mais voilà. Et donc ça, c'est un exemple d'un fonctionnement dans lequel justement la fonction et le statut sont dissociés. Alors vous avez aussi quelque chose qu'on appelle les SAM, soins, animation, ménage, qui se réunissent tous les matins à 9h après le petit déjeuner, où les gens émergent un peu de leurs médicaments, etc. Et où tout le monde fait le ménage, y compris le psychanalyste, avec ses patients à lui. Et donc, c'est bien soins, animation, ménage. Et donc, ça laisse une certaine latitude encore une fois, où les statuts sont brouillés. Alors, soyons clairs, les gens ne se disputent pas la place pour faire le ménage. C'est comme dans la vie réelle, les gens n'ont pas envie d'être emmerdés, quoi. Mais quand même, on les stimule, on fait comme s'il y en a qu'un, on le valorise, c'est très bien, etc. Tu reviens demain, ouais, bon. Et aussi, peut-être si on veut dresser un tableau un peu plus net, cette chose que moi j'ai trouvé ressortait beaucoup dans les bandes dessinées que fait Fiamma, qui est une dessinatrice, qui est qu'à la Borde, il n'y a pas de distinction visible entre les statuts, justement. Non. Voilà. Il n'y a pas d'infirmière en blouse blanche, il n'y a pas de... quelqu'un me racontait il n'y a pas longtemps, c'est une stagiaire de la Borde, quand elle est arrivée, il y avait un grand philosophe qui s'appelle Marc Ledoux, et qui prend souvent des aspects un peu folles comme ça, et elle s'est demandé pendant un moment à qui elle avait affaire. Est-ce que, si vous revoyez le film de Nicolas Philibert dont je parlais à l'instant, La moindre des choses, vous vous dites, oui, tiens, c'est bizarre, mais... Et il y a dans le film de Nicolas Philibert, ça se passe en été, alors ils sont allongés sur la pelouse, alors il y a Marc Ledoux, on voit ses pieds, puis on voit son ventre et la chemise qui est relevée, et il parle à une patiente. Il lui dit, une patiente qui a des hallucinations, des voix, etc. Et il lui demande de raconter ce qu'elle a fait la veille, ce qu'elle a dessiné, etc. Et puis, à un moment donné, elle lui pince le ventre en disant « Vous me taquinez ». Je n'ai pas beaucoup de circonstances dans la vie où on va pincer la peau du ventre de son psychanalyste. Enfin, dans la ville, ça ne se fait pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut encourager
ce genre de pratique, parce que sinon on va croire que des choses qui ne sont pas vraies. Mais bon, il y a une certaine familiarité, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne confond pas pour autant, on ne confond pas les rôles. C'est bien. Mais les rôles débordent les statuts. Voilà, dans une proximité. Alors, si on revient à Maldinet, est-ce que vous pourriez nous dire, alors c'est une question très large, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça, au fond, Maldinet? Alors, Maldinet, pour revenir un peu à sa vie, il était normalien juste avant la guerre. La guerre est arrivée, il a été prisonnier dans un oflag pendant la durée de la guerre. Et à la fin de la guerre, il ne savait pas où aller. Il y avait un poste à l'époque, il y avait un institut français à Gand, en Belgique, qui est une ville néerlandophone. Et il y avait encore, maintenant c'est fini, il y avait un enseignement en français. Et c'est Maldinet qui a eu le poste de philosophie. Et dans sa première génération d'étudiants, il y avait Jacques Scott, qui avait 17 ans à l'époque, et qui m'a dit « Je suis sorti de là en me disant « Un jour, je comprendrai ». Il a fini par comprendre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Scott, dont le père était psychiatre, etc., connaissait Binswanger et Roland Kuhn à Zurich, et c'est lui qui l'a introduit là-bas. Et donc, Maldinet s'est formé à la psychiatrie, sur le tas, avec des, quand même, pas n'importe qui, Binswanger, et il a suivi tout le cycle, c'est-à-dire que, par exemple, Roland Kuhn, qui était à la fois philosophe et psychiatre, a inventé les premiers antidépresseurs, le tofranil, par exemple, une invention de Roland Kuhn. Et Maldinet a suivi ça de très près. Voilà. Et ça lui donnait d'ailleurs une sensibilité très vive à la souffrance psychique, au mal-être des gens, etc. Il passait pas forcément du premier coup dans le contact, mais qui était réel malgré tout. Et là, vous racontez comment il en est venu en fait à s'intéresser à la psychiatrie, à la question de la pathologie psychique. Mais après, en tant que professeur de philosophie, tel que vous l'avez connu, le rapport à la psychiatrie aussi était très proche et avait évolué déjà. Alors, c'est un peu compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, il y avait des enseignements qui étaient communs aux psychologues et aux philosophes. Donc là-dedans, il enseignait Freud, il enseignait aussi les classiques de la littérature psychiatrique, depuis Pinel et Esquirol jusqu'à maintenant. Donc ça, il connaissait bien, il faisait connaître. Est-ce qu'il était unique en son genre? J'en sais rien. Mais il était ce que les Grecs appellent le iatros philosophos, c'est-à-dire le philosophe médecin. Non pas parce qu'il soignait les gens par sa parole, il ne soignait personne, mais il avait ces sensibilités précisément à la folie, aux états limites, etc. Il connaissait très bien. Mais il collaborait, enfin, concrètement. Non, mais je veux dire, il emmenait les étudiants. Alors oui, bien sûr, c'est ce que je dis. Oui, alors d'accord, oui. Alors bien sûr, il a emmené quelques-uns de ses étudiants dans les hôpitaux psychiatriques, dans l'hôpital psychiatrique de Vinatier à Lyon, puisqu'il était à Lyon. Et effectivement, la scène que je vous ai décrite tout à l'heure du patient qui dit à qui il tombe, messieurs, eh bien, ça s'est multiplié. Il y a eu plusieurs générations, ils sont encore là, qui se souviennent de leur découverte avec Maldinet. Moi, j'avais lu un entretien pour une revue d'art-thérapie dans laquelle Maldinet expliquait que ça avait vraiment un très grand intérêt d'emmener les étudiants de philosophie dans un milieu comme ça de soins psychiatriques, parce que comme ça, ils avaient enfin l'occasion de se confronter à une altérité radicale. C'est ça. Oui, je suis toujours un peu gêné quand on parle d'altérité radicale à propos de la folie, parce que c'est en même temps le but, c'est quand même de s'apercevoir qu'on est l'égal de celui qui souffre, de celui qui est fou, quoi. Donc l'altérité, oui, mais ramenée à une problématique commune.
peut-être différente de l'altérité qu'on pense habituellement en philosophie, c'est ça. Je donnais un exemple, par exemple. Que Maldinet disait, il nous lisait un passage de Bleuler. Bleuler, c'est le grand psychiatre qui a inventé la notion de schizophrénie au début du XXe siècle, dans lequel il donne une vignette clinique. Vous avez un type qui est assis sur un fauteuil, le bras appuyé sur une table. Bleuler passe avec ses internes et il retire la table de sous le bras du type. C'est pas sympa. Que fait le type? Il met les bras en croix, il incline la tête et il dit « Je suis Jésus-Christ ». Rétablir les médiations. Pourquoi? Il faut savoir que dans la schizophrénie, le corps propre et le corps étranger s'interpénètrent. On ne sait plus si la main fait partie du corps et si la table ne fait pas partie du corps. Donc enlever la table sous le bras du schizophrène, c'est en quelque sorte le mettre en situation d'abandon. Et donc, mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Et donc, il se prend pour le Christ. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, je discute avec Pierre de Lyon, un grand représentant de la psychothérapie institutionnelle, qui me raconte ceci. Il était avec un schizophrène dans le bureau de Jean Horry. Horry avait un immense bureau de ministre. Et là aussi, le patient s'appuie au bureau. Et puis ils s'en vont, Pierre de Lyon s'en va, et le schizophrène, le principe de la schizophrénie, c'est la dissociation. Donc aussi la dissociation du corps. Le type dit « mon bras est resté sur le bureau ». Donc c'est typiquement du harcèlement du corps. Mais comment ça a été interprété? Ben, c'est un transfert positif. Parce que si le bras est resté sur le bureau, c'est qu'il s'y sentait bien. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui peuvent être à des kilomètres de notre perception quotidienne, évidemment, parce que dans la vraie vie, on a une enveloppe corporelle à peu près sans trou, ou presque. On sait encore faire la différence entre l'espace étranger et l'espace propre. Et puis heureusement, parce que sinon, la vie serait invivable. Mais bon, il y a des états où c'est comme ça, où il y a une dislocation du corps. Et donc, j'avais écrit un article là-dessus qui est sur Internet. Et il y avait des gens, comme j'avais invité Pierre de Lyon, il y avait des gens des associations de parents d'enfants autistes qui poursuivent la psychothérapie institutionnelle parce que c'est des méchants, c'est des psychiatres, c'est des psychanalystes, pas bien, etc. Et qui dit, alors, il y avait une remarque, mais comment observe-t-on le morcellement du corps? C'est une théorie. Et oui, donc ça ne s'observe pas. À part dans Tex Avery, mais précisément, ce n'est pas la vraie vie. Donc on me disait, c'est un psychologue des universités actuelles, qui disait, mais non, c'est une théorie, ça n'existe pas, le morcellement du corps. Ça ne s'observe pas. Autrement dit, il y a des gens formés aux universités aujourd'hui en psychologie, je froissais personne en disant ça, ça m'attirait les foudres de quelques-uns, où on est d'un empirisme, au sens trivial du terme, tel que on ne s'attache qu'à ce qui s'observe. Effectivement, vous ne pouvez pas observer un type qui laisse son bras sur un bureau. Non, l'observation, ça ne marche pas. Il faut comprendre pourquoi le type dit « j'ai laissé mon bureau, j'ai laissé mon bras sur le bureau ». Et puis quand il va mieux, ben, son bras sera avec lui. Voilà. Et puisqu'on en a parlé de ce genre d'expérience du corps, chez Maldinet, il y a une idée centrale et qu'il n'a pas créée, mais qui lui vient de Strauss ou de von Weizsäcker, qui est le pathique. Peut-être qu'on pourrait dire un voilà. peu sur ça. Alors ça, c'est un concept. Le pathique, hein, ça vient... Donc, vous trouvez ça dans sympathique, antipathique, dans patient aussi. Donc c'est un adjectif qui vient d'une expression grecque, pateimatos, qu'on trouve dans Échille, dans la grammaire d'Échille, c'est-à-dire l'enseignement par l'épreuve. Patei, l'épreuve. Et chez des auteurs allemands, psychologues ou philosophes, et philosophes depuis longtemps,
de langue allemande, donc Victor von Weizsäcker et Erwin Strauss, qui sont les deux grands auteurs que Maldinet a fait connaître en France, eh bien, il y a ce privilège accordé au pathique, c'est-à-dire à quelque chose qui est en nous, passif, qui est de l'ordre de la passivité, mais qui est extrêmement important, qui est de l'ordre de l'humeur aussi, quelque chose d'extrêmement important, et qui fait qu'on se sent précisément en empathie, en sympathie, etc. avec. Et alors, la psychothérapie institutionnelle est née d'une constatation très simple avant-guerre par un psychiatre allemand qui s'appelait Hermann Simon, qui disait que quand vous avez une clinique où il y a des gens qui souffrent, psychiatriques, commencez par soigner la clinique. Si vous avez un hôpital dans lequel il y a un quartier d'agités, si vous supprimez le quartier d'agités, vous avez déjà la moitié moins de gens agités. Et voilà. Donc, le soin, alors, Jean Horry appelle pathoplastie le fait que certaines institutions induisent des comportements et des réactions de rejet, de souffrance, de violence, etc. Et la prise en compte de la pathoplastie, c'est-à-dire la lutte contre les effets induits par l'institution sur les gens qui sont là, effectivement agit sur le pathique. Il y en a un exemple qui va vous paraître très très loin. Bon, la Borde, c'est à la campagne, il y a un château, il y a des arbres, des forêts, etc. Et on fait encore là-bas des cures d'insuline. On plonge le patient qui est dans un état très 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 mélancolique dans un coma insulinique, et après il se réveille. Eh bien, la qualité du réveil n'est pas la même selon que le lit est orienté de façon à voir le grand cèdre qui se trouve à côté, ou s'il est dans une autre pièce où il donne sur un mur, etc. Donc le pathique, c'est ça. C'est de partir de ce que ressentent les gens de manière à traiter l'institution. Alors, il faut qu'effectivement, on soit sensible, premièrement, à la qualité du réveil de la personne, à la répétition éventuellement de ces réveils, et de dire, ben voilà, il faut changer de place l'insulinothérapie. Bon, je donne un exemple. Alors, les choses n'arrêtent pas de bouger dans ces cliniques, effectivement. Alors, ce qui fait hurler, c'est quand je présentais ça aux étudiants, je prendrais dans le film Nicolas Philibert, on voit un type qui met des pilules roses avec des pilules roses, des pilules bleues avec des pilules bleues. Il est dans la pharmacie de la clinique et il a une cigarette au bec avec la cendre qui menace de tomber dans les coupelles de médicaments. Alors, c'est quoi ces médecins? Mais c'est pas un médecin, c'est un patient. Voilà, donc... alors, c'est pas lui, c'est pas le patient qui va prescrire les médicaments, on n'en est pas là. Mais c'est lui qui les trie, voilà. Alors, je vais vous poser une dernière question qui est importante pour moi, mais avant de passer la parole à la salle, et bien sûr, vous pourrez poser vos propres questions. C'est... parce que cette présentation d'ouvrage a lieu dans le cadre d'un colloque qui se tient en ce moment à l'Université du Temps Libre, rue du Thor, sur la représentation à partir d'Emmanuel Levinas, à partir des livres d'Emmanuel Levinas. Et donc on a choisi de faire cette présentation d'ouvrage parce qu'il y avait l'actualité de vos publications, alors que par ailleurs vous êtes un spécialiste, je le disais dès le début, d'Emmanuel Levinas. Oui. Donc, vous sentez arriver ma question. Oui, mais allez-y. Quel lien? Est-ce que vous voyez un lien? Et comment passe-t-on, ou pas, il ne s'agit peut-être pas de passer, mais comment fait-on entre Levinas et Maldinet? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire entre ces deux philosophes, entre ces deux phénoménologues? Alors, donc, ils sont contemporains. Maldinet était né en 1912, Levinas en 1906. Ils ont fait des études... aux mêmes sources. Maldinet recommandait chaleureusement Levinas. Et comme je disais tout à l'heure, Levinas était au jury de thèse de Maldinet. Alors même si Levinas ne cite pas Maldinet, ou une fois en passant comme ça, Maldinet ne manquait jamais une occasion de le célébrer. Et je pense qu'effectivement, ils ont un rapport à l'altérité
l'un et l'autre, qui prend pas les mêmes voies dans les deux cas, mais qui est profonde. Simplement, simplement là où il y a une inflexion, c'est que, bon, c'est ce que Maldinet dit toujours, l'épiphanie du visage d'autrui chez Lévinas, c'est très important, il faut la maintenir, mais elle ne peut être perçue que s'il y a autophanie, c'est-à-dire apparition en moi-même d'un vis-à-vis. Et donc, effectivement, Maldinet n'entre jamais dans la question éthique, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, présente. À partir du moment où on dit, que je reconnais en l'autre ma propre folie, on est déjà dans la question éthique. Et en plus, si on peut décliner ça en autant d'institutions de soins, on est dans la question éthique. Pour Jean Houry aussi, Lévinas était hyper important. La distinction du dit et du dire fonctionne très bien dans la clinique. Et je me permets de poser cette question non seulement à cause du contexte, mais aussi parce qu'on voit la trace d'un rapport à Lévinas dès l'ouverture de votre livre, puisque quand on voit le sommaire, oui, donc on découvre qu'il y a une première partie qui s'appelle « En découvrant l'existence avec Henri Maldinet ». J'ai pas pu m'empêcher. Et une deuxième partie qui s'appelle « Au-delà du projet ». Absolument. Je revendique ces deux titres. Bon. Donc il y a des clins d'œil. Ah non, mais c'est pas seulement des coquetteries, c'est vrai, c'est que... Alors bon, au-delà du projet, veut dire simplement que Maldinet a poussé très loin la conception heideggerienne du projet, en montrant que c'est peut-être pas forcément la fin des fins, hein, que précisément, c'est pas seulement en allant au bout d'un projet qu'on se réalise, mais c'est en étant dans l'ouvert. Donc il y a un dépassement de la notion de projet et d'autonomie. Enfin, on pourrait avoir des discussions très intéressantes là-dessus. Voilà. Donc au-delà du projet, c'est bien, ça fait penser à au-delà du verset, bien sûr, mais c'est du Maldinet. Voilà. En découvrant l'existence avec un... Ah, évidemment, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. C'est juste un ajout, peut-être. Alors, si vous avez des questions, je vous cède la parole maintenant. Merci pour ce dialogue amical, convivial. Deux moments que je voudrais rapprocher. Qu'il y aurait une analogie entre la rencontre de l'art et la rencontre de l'autre. Et à un moment donné, on a glissé du même à l'analogue. C'est pas le même, c'est analogue. À partir de Maldinet, alors, où serait la différence entre la rencontre d'autrui et de l'art? Si ce n'est pas le même, si c'est seulement analogue, comment faire la différence entre être devant un tableau et une personne pour celui qui est, entre guillemets, malade mental? Et puis l'autre moment, ça a été la résistance à l'altérité radicale. C'est là une résistance à l'altérité radicale entre ceux qu'on considère normaux et ceux qu'on considère malades mentaux. Où est-ce qu'il y a le barbarisme heideggerien, la mêmeté? Où est-ce qu'il y a en quoi le normal est aussi fou, entre guillemets? Pardon, deux questions. Oui, alors pour répondre à cette question, je partirai d'une remarque très simple. C'est que pour les psychanalystes traditionnels français, poids moyen, il y a les névroses, les psychoses et les perversions. Donc les névrosés, les psychotiques et les pervers. Puis les psychopathes aussi. Mais comment décrire les autres? Ceux qui ne sont ni pervers, ni psychotiques. Alors on les appelle les normopathes. Certains ont proposé normosé, mais ça n'a pas pris. Parce que normopathe, ça fait un petit peu... Voilà. Donc c'est une plaisanterie. Mais si vous voulez, ce qui va faire la différence dans les deux cas, c'est la fréquentation de la souffrance psychique. Parce que, comment dire, l'altérité ou la mêmeté, si je puis dire, ça se
ça s'éprouve, ça se construit dans le temps aussi. Hein. C'est pas simplement comme ça. Soit vous allez dire, tiens, il est bizarre celui-là, le comportement un peu inquiétant, ou bien vous allez dire, ah ouais, vous souffrez, ah ouais, moi aussi, je compatis, dans mon œil. Non, ça n'engage à rien de dire ça. Mais par contre, dans le travail au long terme, oui, ces notions, il faut mettre ces notions au travail. Et travail non seulement spéculatif, mais aussi pratique. Oui, j'aurais deux questions, une de statut et je m'en excuse. La chance de Maldiné, c'est d'avoir eu une très longue vie. Oui. Et vous dites il soutient sa thèse à 60 ans, et je ne vois pas quel était son statut universitaire. J'y suis sensible parce que je me demande si aujourd'hui ce serait encore possible. Non, et je crains que non. Et un peu dans le même sens, ma deuxième remarque, puisqu'il s'agit d'une relève de génération, et en même temps nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme en psychopathologie, accélération du DSM et des drogues qui en découlent. Dans bon nombre d'établissements, on s'émeut du ravage, de la disparition des fonds d'art psychopatho ou d'art brut accumulés sur plusieurs décennies. Et je ne sais pas quelle est votre vision de cette affaire-là. Moi, je suis très partagé. Parce qu'on se demande si dans le souci de conservation sur plusieurs décennies de milliers d'œuvres accumulées, si on ne frôle pas le bourrage, précisément, et de notre côté, comment ne pas être sensible, effectivement, à cette insulte faite aux œuvres de patients. Il y a plusieurs questions. La première concernant le statut universitaire de Maldiné, alors je ne sais pas comment on disait à l'époque, maître assistant, aujourd'hui on dirait maître de conférence, donc il n'est jamais devenu prof, au sens université, au sens statutaire du terme. Il y a des tas de gens qui se sont arrangés aussi pour que cette marginalité est en même temps construite. Il y a des gens qui ont... de manière malveillante ou par sous-entendu, expliquer qu'on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, donc faites pas votre mémoire de maîtrise avec lui. Il a enduré ça. Alors comment, j'en sais rien, c'est son secret. Et il a passé sa thèse sur travaux donc à 60 ans, avec Lévinas et Ricoeur dans son jury, et d'autres. Il avait son, il avait des fidèles, il avait des gens qui, mais de manière toujours un peu clandestine. Alors l'autre question concernant l'art brut, ce qu'on appelle l'art brut, les collections existent, elles sont appelées à s'accroître. Et alors ça, c'est une question de muséographie. Tout dépend comment vous les présentez. Vous les présentez en regard, par exemple, au musée d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, qui est à côté de Lille. Vous avez des présentations de certains artistes classés art brut en vis-à-vis de Matisse ou de Picasso. Vous avez des corrélations. Ça, c'est le travail muséal qui se fait. Bon, certains psychiatres ont accumulé, c'est vrai, des tonnes et des tonnes d'œuvres, dont certaines sont parfois... Alors ça, c'est vraiment de l'ordre de la surprise, parce que, vous savez, alors, parfois de surprise mêlée de malaise. On sent bien que c'est pas très joli. Par exemple, un peintre d'Argère, un peintre américain classé art brut, dont il y a une exposition actuellement à Paris. Bon, il représente des enfants unisexes, c'est-à-dire sans sexe. Garçons, filles, pas de sexe. Bon, alors, ils sont sans sexe parce qu'ils sont tous habillés avec des petits volants comme ça. Et on voit... Bon, malaise, évidemment. Mais en même temps, beauté. Donc, malaise qui doit faire penser à une pathologie quelconque, peu importe. Et en même temps, beauté du trait, beauté des situations, etc.
Il y a toujours les deux. Il y a la surprise, et puis il y a éventuellement quelque chose qui vient que... Bon, par exemple, Wölfli, je prends par exemple... Wölfli était un Suisse de langue allemande de la fin du 19e siècle qui avait été interné à 12 ou 13 ans après avoir essayé d'abuser une jeune fille, enfin, etc. Et on l'a enfermé. Et il s'est très très vite... alors il a fait une autobiographie de 25 000 pages, illustrée. Alors il a inventé le collage, il découpait des illustrés, etc. Il avait peint le plafond de sa chambre, un peu comme certains peignent la Sixtine, etc. Et puis, il était assisté, évidemment. Tout ça n'était possible que parce que le psychiatre de l'hôpital, Morgenthaler, était convaincu que Wölfli, ça avait de la valeur. Et même, Wölfli avait même inventé le concept de Brotkunst, d'art alimentaire. Il vendait lui-même aux gens qui venaient le voir, il vendait ses œuvres. Et on a fait, au musée d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, il y a eu une grande rétrospective Wölfli, tout à fait impressionnante. Et il y a des choses magnifiques. Par exemple, vous avez une artiste, Aloïse Corbaz, qui était de Lausanne. Elle, là aussi, il y a eu une exposition. Aloïse était préceptrice d'enfants de l'aristocratie berlinoise. Et elle s'est mise à faire, vers 18 ans, un délire érotomaniaque. C'est-à-dire elle s'est imaginée que l'empereur Guillaume II était amoureux d'elle. Et à l'époque, on l'a enfermée jusqu'à la fin de ses jours. Elle a fait des choses splendides, de couleurs très vives. Là, il n'y a aucun malaise quand on regarde Aloïse Corbaz. Au contraire, il y a des émerveillements. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce que Maldinet pensait de Van Gogh? Beaucoup. Ah oui, ça, c'était magnifique. Énormément de choses. Son peintre favori, c'était Cézanne, quand même, parce que Cézanne a réinventé l'espace. Et Van Gogh, et oui, bien sûr, il y a des commentaires de tableaux de Van Gogh, pas seulement de la période, de la fin, de la période de la folie, mais bien avant même. Oui, beaucoup de choses. Oui. Alors, sur la question de la forme et du gribouillis plutôt, et puis du corps propre et du corps étranger, les rapports de Maldinet avec Gisela Pankow. Ah, excellent, oui. Oui. Alors Gisela Pankow était psychanalyste et elle associait, elle prenait en charge les psychoses. Souvent, la psychanalyse n'est pas forcément taillée pour accueillir les psychoses. Elle associait la parole analytique avec le modelage du corps. Il s'agissait pour la personne psychotique de se retrouver une enveloppe corporelle en modelant certaines formes, des formes de ce qu'il voulait, mais c'était souvent des corps humains, etc. Et effectivement, il y avait une très grande proximité entre Gisela Pankow et Maldinet, oui, bien sûr. Mais encore une fois, Gisela Pankow était psychanalyste et on pourrait dire des choses, c'est peut-être de ma part une réserve. Je pense que Maldinet, il connaissait très bien Freud et Lacan, mais il prenait ses distances par rapport à la psychanalyse. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va s'arrêter là en remerciant beaucoup. Merci.